À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment construire un esprit fort et résilient, capable d'imposer le respect et de transmettre le calme en toute situation. Nous allons parcourir les 13 points clés inspirés par la philosophie stoïcienne, conçue pour transformer ta discipline, ton autodiscipline et ta manière d'affronter l'adversité. Savais-tu que, selon des études récentes de l'université de Harvard, les personnes ayant une plus grande résilience mentale non seulement supportent mieux le stress, mais inspirent aussi davantage de confiance et de respect dans leur entourage? Il ne s'agit pas de génétique ni de chance, c'est une question d'habitude et de perspective. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment forger cette force intérieure qui distingue ceux qui restent solides lorsque tout vacille autour d'eux. Chaque point est pensé pour que tu passes du simple désir d'être fort à l'incarnation réelle de cette présence inébranlable qui ne se laisse pas emporter par le chaos, la critique ou les émotions passagères. La dernière clé va te surprendre, car c'est celle que le moins de personnes pratiquent et pourtant, elle peut complètement transformer la façon dont les autres te perçoivent et surtout la façon dont tu te perçois toi-même. Peu importe si, en ce moment, tu as l'impression de manquer de contrôle, d'être facilement affecté par les commentaires ou de perdre ton calme dans des moments critiques. Ces 13 points ne sont pas de la théorie abstraite. Ce sont des pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à remarquer de vrais changements dans ta vie quotidienne. Chacun de ces principes est soutenu par des siècles de sagesse stoïcienne et par des preuves actuelles en psychologie. Si tu recherches le respect, la sécurité et la maîtrise de soi, c'est le chemin à suivre. Commençons. Point 1. Pratiquer la discipline au quotidien même lorsque personne ne regarde. Veux-tu savoir pourquoi tu es toujours le même qu'il y a un an? Parce que ta discipline dépend du regard des autres. Tu es un champion quand il y a des témoins, mais tu deviens un fantôme dès que la caméra s'éteint. Tu te parles d'objectifs, mais tu abandonnes dès qu'il n'y a plus d'applaudissements. Et le pire, tu crois que personne ne s'en rend compte. Mais la médiocrité se voit, même si tu la caches derrière des discours sur la motivation et l'envie. Les personnes qui imposent le respect ne le font pas par ce qu'elles montrent, mais par ce qu'elles accomplissent lorsque personne ne les observe. Chaque matin où tu cèdes au téléphone, chaque promesse rompue parce qu'il n'y a pas d'urgence, s'ajoute. Ne te mens pas. La discipline n'est pas une posture, c'est un muscle. Et le tien est atrophié par tes justifications. Tu veux de la présence, mais tu ne supportes pas le silence inconfortable d'être ton propre juge. Tu préfères la validation à la solitude de l'effort invisible. Alors continue de te mentir. Dis que tu commenceras demain, qu'aujourd'hui était une mauvaise journée, que personne ne remarque rien. Mais le regard fatigué dans le miroir connaît la vérité. Le respect ne s'exige pas, il s'entraîne. Et il commence quand il n'y a personne pour t'applaudir. Deuxième point. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation. La véritable force mentale se mesure dans les moments où quelqu'un essaie de te faire perdre ton centre. La provocation peut prendre de nombreuses formes. Des commentaires sarcastiques, des attaques personnelles, des regards défiants ou de simples gestes de mépris. À cet instant, la réaction automatique est souvent viscérale. Le pouls s'accélère, la mâchoire se contracte, des mots acérés cherchent à jaillir. Mais c'est précisément là que se forge un esprit résilient et digne de respect, dans la capacité à choisir sa réponse au lieu de se laisser emporter par l'impulsion. Répondre de manière rationnelle ne signifie pas réprimer l'émotion ni feindre l'indifférence. Cela signifie reconnaître la première impulsion, l'observer avec froideur, puis décider comment agir. Ce n'est pas facile. Cela exige un entraînement quotidien, une attention constante et un engagement inébranlable envers tes propres principes. Par exemple, imagine qu'au cours d'une réunion de travail, quelqu'un t'interrompt de façon méprisante et remet en question ta compétence devant l'équipe.
L'impulsion immédiate pourrait être de répliquer par un commentaire tout aussi blessant, ou simplement de fermer le poing et de garder le silence, sentant la colère te consumer de l'intérieur. Cependant, un esprit fort prend du recul, analyse la situation et cherche la racine de la provocation. Y a-t-il de l'insécurité chez l'autre personne? Est-ce une tentative de gagner du pouvoir à tes dépens? Ou simplement une mauvaise journée qui se répercute sur l'entourage? En comprenant cela, tu peux dissocier ton identité de l'offense. Tu n'es pas l'insulte que tu reçois, tu n'es pas l'opinion fugace de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui décide comment répondre. Dans ce même scénario, tu pourrais regarder ton interlocuteur avec sérénité et répondre « Je te remercie pour ton avis, mais je préfère terminer mon point avant d'en débattre. » Il n'y a ni agressivité ni soumission, seulement de la clarté. Cette clarté impose le respect, car tu ne cèdes ni le contrôle de tes émotions ni ta dignité. Le provocateur se retrouve désarmé face à une réponse qui ne nourrit pas le conflit. Cette façon d'agir a un effet domino. Premièrement, elle renforce ta perception de toi-même. Tu te vois comme quelqu'un capable de se maîtriser, et cela élève ton estime de soi. Deuxièmement, elle modifie l'environnement. Les gens constatent qu'avec toi, les jeux de pouvoir et les offenses gratuites ne fonctionnent pas. Troisièmement, elle te permet de conserver ton énergie mentale pour l'essentiel, au lieu de la gaspiller dans des batailles inutiles. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation est une déclaration silencieuse de puissance. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta tempérance parle plus fort que n'importe quelle réponse impulsive. Ainsi, à chaque interaction, ta présence transmet calme et respect, car tu sais que rien ni personne ne peut t'enlever la maîtrise de toi-même. Point 3. Contrôler le langage corporel. Calme, posture ferme, regard serein. As-tu déjà remarqué comment l'énergie d'une pièce change lorsque quelqu'un entre avec une posture assurée et une expression tranquille? Le corps transmet des messages avant même que tu n'ouvres la bouche. Lorsque tu gardes le dos droit, les épaules détendues et le regard ferme mais serein, ceux qui t'entourent le remarquent. Ce type de présence n'impose pas seulement le respect, il irradie aussi un calme qui se propage. Peut-être as-tu déjà ressenti ce tremblement dans les mains avant de parler en public, ou la tension sur ton visage quand la situation devient difficile. Cela peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est de se rappeler que le contrôle du corps commence par la conscience. Demande-toi, qu'est-ce que ma posture dit en ce moment? Est-ce que je projette la confiance que je souhaite transmettre? Imagine que tu arrives à une réunion importante et au lieu de cacher les mains dans les poches ou de baisser la tête, tu choisis de t'asseoir droit, de respirer profondément et de regarder les personnes avec sérénité. Tu n'as pas besoin de forcer un sourire ni de paraître dur. Il suffit d'être présent, tranquille, avec une respiration posée. Ce petit ajustement peut changer complètement la perception que les autres ont de toi, mais aussi celle que tu as de toi-même. Le langage corporel est un outil puissant pour t'ancrer dans le présent. Quand tu te concentres sur le maintien du calme physique, ton esprit a tendance à suivre le même chemin. C'est un cercle vertueux. Le corps soutient l'esprit et l'esprit renforce le corps. Souviens-toi d'un moment où tu as réussi à garder ton calme malgré la pression. Comment t'es-tu senti après? Quel impact cela a-t-il eu sur les autres? Cela vaut la peine de réfléchir. Est-ce que je laisse mes émotions contrôler mon corps ou puis-je prendre quelques secondes pour ajuster ma posture et respirer? La prochaine fois que tu sens que la situation te dépasse, arrête-toi un instant. Respire, redresse le dos, détends les épaules. Regarde droit devant toi avec sérénité. Il ne s'agit pas de donner l'impression d'être parfait, mais de montrer que tu es maître de toi, même si tu doutes à l'intérieur. Ce calme se voit, et avec le temps, il fait partie de toi. Es-tu prêt à essayer la prochaine fois? Point numéro 4. Identifier et remettre en question les pensées automatiques négatives. Il y a un moment où tout s'assombrit à l'intérieur. Une idée surgit, presque imperceptible, qui vise directement ta confiance.
Je ne suis pas à la hauteur. Ça va mal se passer. J'échoue toujours. Personne ne te prévient. Elle apparaît seule, dans le silence de ton esprit, et commence à dicter le reste de ta journée. T'es-tu déjà demandé d'où vient cette voix? Pourquoi lui donnes-tu autant de pouvoir? La première étape, c'est de l'observer. Ne pas lutter, ne pas nier, juste regarder cette pensée en face, comme on regarde une ombre traverser la pièce. Est-ce vrai ce qu'elle te dit? De quelles preuves réelles disposes-tu pour la croire? Bien souvent, l'esprit répète des histoires apprises, pas des vérités. Si tu acceptes ce récit sans le remettre en question, tu deviens l'acteur d'un scénario que tu n'as pas écrit. Remettre en question la pensée automatique, c'est une interruption. Il ne s'agit pas de se battre avec son esprit, mais de l'interroger. Quelle autre explication existe? Comment quelqu'un qui te respecte verrait-il cette situation? Te parlerais-tu de la même façon si tu étais ton meilleur ami? C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. La force mentale ne consiste pas à nier l'existence des pensées négatives, mais à les affronter, sans avoir peur de l'inconfort qu'elles apportent. Imagine que chaque fois que cette voix surgit, tu as la possibilité de la mettre en pause, comme si tu baissais le volume d'une radio. Tu peux alors décider. Veux-tu continuer à écouter cette fréquence ou changer de station? Un esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui sait quand il ne faut pas prêter attention. Ici, la question reste ouverte. Es-tu celui qui pense ou seulement celui qui écoute? Vas-tu accepter chaque pensée comme un ordre ou vas-tu questionner ce que tu mérites vraiment de croire? La réponse n'arrive pas immédiatement. Mais chaque fois que tu remets en question une pensée négative, ta présence devient plus solide et les autres le remarquent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. 5e point. Appliquer l'indifférence face au jugement d'autrui. Face au regard des autres, la réaction la plus courante est d'ajuster son comportement, de chercher l'approbation ou de se replier sur soi-même. Pourtant, l'indifférence au jugement d'autrui est la base d'un esprit qui ne se laisse pas plier. Celui qui demeure inébranlable face à l'opinion extérieure dégage une présence solide, imperméable à la manipulation. La critique, la moquerie ou même l'éloge sont perçus comme des données sans réelle importance. L'émotion ne vacille pas, l'attitude ne change pas. Cela engendre 2 conséquences immédiates. Premièrement, l'énergie mentale est préservée. Il n'y a pas d'épuisement à imaginer des scénarios ni à se défendre contre des attaques imaginaires. Deuxièmement, la perception des autres change. La personne qui ne réagit pas à la pression sociale est perçue comme quelqu'un de difficile à influencer, quelqu'un qui impose naturellement le respect. L'indifférence n'est ni arrogance ni mépris, mais maîtrise de soi. Elle n'implique pas d'ignorer autrui, mais de distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. L'opinion extérieure appartient aux autres, la réponse à toi seul. Ainsi, on élimine l'anxiété de plaire et le besoin d'appartenance forcée. Dans des environnements tendus, cette attitude désarme ceux qui cherchent à provoquer ou à contrôler. En l'absence de réaction, le jeu de pouvoir s'effondre. Le calme devient le message le plus puissant. Le respect naît de l'autocontrôle visible, non de la quête de validation. Rester indifférent au jugement d'autrui est une pratique quotidienne. Chaque fois qu'une critique survient, l'occasion se présente de renforcer ce muscle. Le résultat est un esprit blindé, prêt à affronter n'importe quel environnement, capable de conserver le calme et le respect de soi, peu importe ce que disent les autres. Point 6. Affronter l'inconfort comme une opportunité de croissance. L'inconfort est un signal, non un obstacle définitif. Il apparaît lorsque quelque chose défie nos limites, lorsque la routine est brisée, lorsque l'environnement n'est plus prévisible. La plupart cherchent à l'éviter, construisant autour d'eux des zones de confort. Mais cet élan d'évasion est précisément ce qui freine la croissance personnelle. Le développement d'un esprit fort exige de s'exposer de manière délibérée à des situations qui dérangent, qui mettent à l'épreuve la patience, la capacité d'adaptation et la tempérance. Imagine le moment où tu dois prendre la parole en public pour la première fois.
Le pouls s'accélère, la voix tremble, chaque regard semble un jugement. La réaction instinctive est de se retirer, de chercher une excuse, d'éviter la scène. Pourtant, chaque seconde passée dans cet inconfort est une opportunité. Le corps apprend à réguler l'anxiété, l'esprit à distinguer la critique constructive du bruit, la volonté à se maintenir sous pression. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même, mais de comprendre que le malaise est le seuil d'une nouvelle compétence, une force qui ne se forge que dans la friction. Le processus est graduel. Au début, l'inconfort paraît insupportable. Avec le temps, il devient un terrain familier. Celui qui s'expose à l'adversité de manière contrôlée développe des ressources intérieures, tolérance à la frustration, clarté sous la tension, capacité à prendre des décisions sans céder à l'impulsion. Chaque rencontre avec l'inconfort est un entraînement silencieux, un investissement dans la solidité mentale qui se manifeste ensuite par la présence, par la capacité d'imposer le respect sans avoir besoin de mots. Prenons un autre exemple, recevoir des critiques directes sur sa propre performance. Le premier réflexe est la défense, la justification, voire le déni. Mais si l'on accepte l'inconfort, si l'on écoute sans interrompre, il devient possible de voir ses propres angles morts, d'identifier des schémas de comportement qui passaient auparavant inaperçus. La véritable croissance ne se produit pas dans les applaudissements, mais dans la friction avec la réalité, dans la capacité de supporter l'inconfort sans perdre son centre. Affronter l'inconfort exige de l'honnêteté. Cela implique de reconnaître ses propres limites et d'accepter que le progrès n'est pas linéaire. Il y a des reculs, des erreurs, des moments de doute. Mais chaque fois que l'on choisit la voie difficile, la détermination se renforce. Cela ne signifie pas rechercher le conflit de manière téméraire, mais être prêt à rester lorsque la plupart se retirent, à écouter quand d'autres se ferment, à agir quand d'autres hésitent. L'inconfort, alors, cesse d'être un ennemi pour devenir un allié silencieux. Il est le filtre qui sépare l'intention de l'action, la théorie de la pratique. Chaque situation inconfortable surmontée est une pièce de plus dans la construction d'un esprit imperturbable. Ainsi, la présence qui impose le respect n'est pas le fruit du hasard, mais celui de l'habitude de croître dans l'inconfort, de transformer chaque défi en une marche vers la véritable résilience. 7e point, limiter l'exposition aux stimuli inutiles. T'es-tu déjà rendu compte du nombre de stimuli qui traversent ton esprit chaque jour? Notifications, messages, bruits, images, opinions que tu n'as pas demandées, informations constantes qui n'apportent rien, qui ne fait qu'occuper de l'espace. Il est facile de se sentir saturé, comme si ton attention était une ressource infinie que n'importe qui pouvait prendre. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit a besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour décider avec clarté. Quand tu le remplis de choses qui ne t'apportent rien, c'est comme essayer d'écouter le bruit de l'eau d'une rivière pendant que quelqu'un bat du tambour à côté de toi. Limiter l'exposition aux stimuli inutiles, ce n'est pas seulement éteindre son téléphone ou éviter les réseaux sociaux un instant. C'est un acte de respect envers ton propre esprit. C'est te demander, avant d'ouvrir une application ou d'entrer dans une conversation, est-ce que cela m'aide vraiment à devenir la personne que je veux être, ou est-ce que cela me distrait simplement de l'essentiel ? La force mentale se construit dans ces moments où tu choisis ce que tu laisses entrer et ce que tu refuses. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider à quoi tu accordes ton attention. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu l'impression de perdre le contrôle, que ton énergie se dispersait dans trop de choses à la fois. Et en effet, lorsque tu vis exposé à 1000 stimuli, il est presque impossible d'être présent, de te sentir en paix ou de répondre avec calme. N'as-tu jamais remarqué qu'après une journée pleine d'interruptions, tu as même du mal à te rappeler à quoi tu étais en train de penser ? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'effet d'un environnement saturé. Et le reconnaître est la première étape pour le changer. Et si aujourd'hui tu choisissais seulement 3 choses qui comptent vraiment,
Et si tu t'accordais la permission d'ignorer ce qui ne te nourrit pas? Imagine comment ton esprit se sentirait si tu arrêtais de porter des conversations vides, des nouvelles qui ne font qu'engendrer de l'anxiété, des tâches qui ne te rapprochent de rien de significatif. La résilience et la présence ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence et de l'intention. Quels stimuli pourrais-tu éliminer aujourd'hui pour donner plus de force à ton esprit? Que se passerait-il si tu te donnais l'opportunité de protéger ton attention comme la ressource précieuse qu'elle est? La décision est entre tes mains. Et elle peut changer la façon dont tu fais face à chaque situation, avec respect et calme. Point numéro 8. Cultiver le silence et éviter les réponses impulsives. Les gens parlent parce qu'ils ont peur du vide. Ils remplissent l'air d'opinions, d'excuses, de justifications. Ils se croient intelligents parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, comme si l'urgence de répondre était le signe d'une force mentale. Mais la vérité est tout autre. Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus penser. Une bouche anxieuse révèle un esprit faible, esclave de ses impulsions, incapable de résister à la pression d'une seconde supplémentaire avant de lâcher la première stupidité qui lui vient à l'esprit. Tu veux t'imposer le respect? Fais l'inverse. Tais-toi. Laisse le silence peser. Observe comment les autres deviennent mal à l'aise, comment ils cherchent ton approbation, comment ils s'agitent pour remplir cet espace que tu maîtrises. Le silence n'est pas un vide, c'est un pouvoir. Celui qui ne répond pas immédiatement démontre de l'autocontrôle, et c'est cela qui intimide vraiment. Parce que l'impulsivité ne vaut rien, tout le monde peut la donner. Supporter le silence, mâcher sa réponse, laisser l'émotion retomber avant de parler, cela, c'est pour ceux qui ont la maîtrise de soi. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre, tais-toi. Pas par peur, mais par stratégie. Laisse l'autre s'épuiser, qu'il révèle plus qu'il ne le voulait. Celui qui domine le silence contrôle la conversation. Celui qui répond sans réfléchir n'est qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Décide si tu veux être celui qui fait avancer les pièces ou celui qui ne fait que réagir. Parce que la différence entre le respect et la pitié, bien souvent, c'est de savoir quand fermer sa bouche. Point 9. Reposer l'esprit grâce à la méditation stoïcienne. Dans le bruit constant du monde, l'esprit se fatigue. Nous cherchons de la force, mais nous oublions que le repos est la base sur laquelle se construit la résilience. La méditation, pratiquée dans le silence, est l'art de revenir au présent, de mettre de côté les préoccupations que nous ne contrôlons pas et de regarder en face ce qui est ici, maintenant. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Ce royaume t'appartient, mais seulement si tu le réclames. » Beaucoup confondent repos et évasion. Le véritable repos mental n'est pas de fuir, c'est d'observer les pensées sans s'y identifier. S'asseoir dans le calme, ne serait-ce que quelques minutes, est un acte de courage. Il n'est pas facile de regarder le tourbillon d'idées, de préoccupations et de jugements qui traversent l'esprit. Mais en le faisant, on affaiblit leur pouvoir. Dans cet espace bref d'observation consciente se trouve la force qui ne dépend de rien d'extérieur. La pratique quotidienne de cette méditation ne requiert ni encens ni rituel complexe. Il suffit de trouver un endroit, de fermer les yeux et de suivre le flux de la respiration. Laissez chaque inspiration et expiration nettoyer le bruit accumulé. Si une préoccupation surgit, la regarder passer comme un nuage. Si une émotion intense apparaît, la reconnaître et la laisser partir. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de mettre de l'ordre dans le désordre, de lui offrir un refuge où il peut retrouver son énergie. Avec le temps, cet exercice transforme la réaction en réponse. Face à la provocation, il n'y a pas d'explosion, mais une pause. Face au chaos, il n'y a pas d'anxiété, mais de la clarté. L'esprit reposé n'est pas paresseux, il est aiguisé. Il sait discerner l'important du trivial et agit avec fermeté, sans se laisser remporter par des impulsions passagères. Dans la vie quotidienne, la différence est palpable.
Celui qui a appris à reposer son esprit impose le respect sans élever la voix. Son calme est contagieux, sa présence est une ancre au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de l'affronter avec une sérénité inébranlable. La méditation est la forge invisible où se trempe ce caractère. Reposer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui aspire à être maître de lui-même. Fais de la méditation une habitude aussi naturelle que respirer. Ainsi, lorsque viendra le moment d'agir, ton esprit sera ton allié, non ton ennemi. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bon ordre de l'esprit est le véritable pouvoir. 10e point, visualiser le pire scénario et l'accepter sans crainte. Un esprit fort ne se construit pas en ignorant la possibilité de l'échec, mais en l'affrontant directement. L'exercice de visualiser le pire scénario possible est un outil inconfortable, mais puissant. Il consiste à imaginer dans les moindres détails ce qui se passerait si tout tournait mal. Si tu perds ton emploi, si une relation importante prend fin, si ta santé se fragilise, si tu fais face à la ruine ou à la solitude. Il ne s'agit pas de s'obséder avec la catastrophe, mais de la regarder en face, sans fioriture ni euphémisme. Pense à une situation qui t'inquiète en ce moment. Pousse-la à l'extrême. Quelle serait l'issue la plus redoutée? Par exemple, tu as peur de parler en public parce que tu crains de te ridiculiser. Emmène cette peur jusqu'au bout. Imagine que tu oublies ce que tu allais dire, le public rit, tu te sens exposé et humilié. Que se passe-t-il ensuite? Tu ressens de la honte, peut-être de la culpabilité. Et après? La journée continue, la vie suit son cours. Combien de temps ce malaise durera-t-il? Quelles conséquences réelles cela aura-t-il dans un mois, dans un an? Dans la plupart des cas, le pire scénario est supportable, même si ton esprit prétend le contraire. Cet exercice a deux effets. Le premier, il réduit le pouvoir paralysant de la peur. Lorsque tu nommes et explores ce que tu crains le plus, tu lui retires une partie de sa force. Le second, il te prépare mentalement à agir avec clarté si les choses tournent vraiment mal. Tu n'es plus surpris par le choc, car tu l'as anticipé, tu l'as déjà vécu dans ton esprit. Cela te permet de garder ton calme, même au milieu du chaos. Accepter le pire scénario ne signifie pas s'y résigner. Cela signifie reconnaître que, même s'il se produit, tu as la capacité de le supporter et de te reconstruire. Imagine que tu perds ton travail. La peur initiale peut être accablante, mais si tu explores cette possibilité, tu commences à voir des options. Chercher un autre emploi, réduire tes dépenses, acquérir de nouvelles compétences. Ce qui semblait être un abîme devient un terrain difficile, mais praticable. La peur de l'échec est souvent bien pire que l'échec lui-même. Lorsque tu t'entraînes à visualiser l'adversité et à l'accepter, tu deviens imperturbable. Tu ne réagis plus avec panique face à la menace. Tu ne plies pas et tu ne restes pas paralysé. Ta présence transmet du calme parce que tu ne fuis pas la difficulté. Tu l'as regardée dans les yeux et tu restes debout. Fais de cet exercice une pratique régulière. Pas seulement lorsque tu es anxieux, mais aussi dans les moments de calme. Prends une feuille, écris le pire dénouement possible de ce qui t'inquiète. Détaille-le. Ensuite, écris comment tu pourrais réagir, quelles ressources tu possèdes, quel soutien tu pourrais solliciter. Tu verras que la plupart des scénarios redoutés ne sont pas mortels, seulement inconfortables ou exigeants. C'est ainsi qu'on forge un esprit résilient. En affrontant l'inconfort, en anticipant l'adversité et en acceptant que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de résister et de t'adapter. Lorsque tu acceptes le pire scénario, tu cesses d'être l'otage de la peur. Et cette liberté se perçoit, se ressent, s'impose. Point 11. Remplacer la plainte par l'action résolue, cesse de débattre sur ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Marc Aurèle a écrit cela il y a près de 2000 ans, et, pourtant, la tentation de se plaindre reste intacte.
La plainte est un refuge confortable, mais c'est aussi une prison invisible. Lorsque tu choisis la plainte, tu te dis à toi-même que le pouvoir est dehors, entre les mains des autres, dans les circonstances, dans le hasard. Tu deviens spectateur de ta propre vie, comme si le monde te devait une explication ou des excuses. Mais la réalité, c'est que rien ne change tant que tu parles. Tout se transforme lorsque tu agis. L'esprit fort ne discute pas avec le destin, il le défie. Il y a une différence radicale entre pointer ce qui ne fonctionne pas et s'engager à le changer. Le premier te maintient dans l'immobilisme, le second t'oblige à grandir. La plainte perpétue l'inconfort, l'action le dissout. Lorsque l'inconfort surgit, tu peux choisir, devenir l'écho de tes frustrations ou l'architecte de solutions. Le muscle de la résilience se renforce à chaque décision d'agir, malgré l'adversité, non par la répétition de ce qui manque ou de ce qui fait mal. Imagine une situation quotidienne. L'ambiance au travail est toxique. Les collègues se plaignent, le chef ne reconnaît pas les efforts. La réaction instinctive est de rejoindre le cœur des lamentations. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'ajouter du bruit, tu introduis une action, un petit changement? Améliorer ta performance, proposer une solution, partir à la recherche de nouvelles opportunités. L'environnement peut rester le même, mais toi, tu n'es déjà plus le même. Tu as repris ton pouvoir, tu as cessé d'être l'otage des circonstances. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit de prendre la douleur et de la transformer en moteur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réagis, écrivait Épictète. La plainte se nourrit d'impuissance, l'action de but. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de te plaindre, tu cultives une présence qui impose respect et calme. Non pas parce que tu ignores les problèmes, mais parce que tu montres que tu es plus grand qu'eux. L'action résolue est la réponse mature à l'adversité. C'est le geste silencieux qui transforme l'atmosphère, l'attitude qui inspire sans un mot. Tu n'as pas besoin de proclamer ta force, tu la montres à chaque pas que tu fais vers l'avant, même lorsque le chemin est incertain. Ainsi, ta présence devient inébranlable, non par absence de difficultés, mais par la fermeté avec laquelle tu choisis de les affronter. Remplacer la plainte par l'action est le point de bascule. C'est le moment où tu cesses d'attendre et commences à diriger. D'abord ta vie, puis ton entourage. La plainte est facile, l'action est exigeante. Mais l'action construit. L'action te transforme. Point numéro 12. Assumer l'entière responsabilité de son propre destin. Les décisions quotidiennes déterminent la direction. Il n'y a pas d'intervention extérieure qui garantisse le résultat. Chaque action, chaque omission s'accumule. Celui qui observe sa vie comme une suite de causes et d'effets, sans chercher de coupable ni d'excuses, voit clairement l'impact de ses choix. La responsabilité totale n'est pas un idéal abstrait. C'est un exercice constant, tangible, qui se manifeste dans la manière dont on répond aux erreurs et aux opportunités. Quand quelqu'un admet que tout ce qui se produit sur son chemin est lié à ses propres mouvements, la marge de contrôle s'élargit. Il n'y a plus de place pour la plainte ni pour la résignation. L'attention se porte alors sur ce qui peut réellement être modifié. L'attitude, la réaction, la prochaine étape. La distraction de blâmer les autres disparaît, le bruit mental diminue. Le résultat, c'est un esprit sobre, moins vulnérable à la frustration ou au ressentiment. Cela se remarque dans les détails. La façon d'affronter un conflit, la réaction face à l'adversité, la disposition à corriger la trajectoire en silence. Celui qui intègre ce principe accepte que le destin n'est pas une force étrangère, mais une conséquence directe de ses propres décisions. Le sentiment de contrôle est réel, mais la charge l'est aussi. Savoir que chaque pas compte, qu'il n'existe aucun filet de sécurité en dehors de soi-même. Dans ce contexte, la résilience n'est pas une résistance passive, mais une adaptation active. On apprend à lire la réalité sans phare, à identifier des possibilités dans l'étroite marge de ce qui dépend de soi.
La présence devient ferme, car on n'attend rien du hasard ni de faveur extérieure. Chaque moment est une occasion de faire preuve de maîtrise de soi et d'avancer, même si l'environnement n'est pas favorable. Assumer l'entière responsabilité est une frontière. Derrière elle, la plainte et la victimisation perdent tout leur sens. Ce qui reste, c'est la liberté d'agir et le poids inévitable des conséquences. 13e point. Garder une intégrité et un contrôle de soi absolu, même sous une pression extrême. Tout le monde a une limite, un seuil où le caractère commence à se fissurer et où les failles révèlent ce qui se cache réellement sous la façade. La pression révèle la vérité. Quand tout est en jeu, quand l'environnement exige des réactions viscérales, quand l'adrénaline et la peur s'emparent du corps, c'est là que commence la véritable épreuve de l'autocontrôle. Il n'y a plus de place pour les excuses, pas d'espace pour les justifications. Il ne reste que ce que tu es, mis à nu sous le poids de la situation. Pense aux fois où tu as vu quelqu'un céder, cris, insultes, décisions impulsives, trahisons petites ou grandes, toutes nées dans ces secondes où la pression écrase la volonté. L'autocontrôle n'est pas une posture pour les jours faciles, c'est la discipline brutale de ne rien laisser, pas même la douleur ou la colère, dicter tes actions. L'intégrité n'est pas un joli mot, c'est une exigence. Quand personne ne regarde, quand tout brûle, qui es-tu à cet instant? Celui qui trahit son code pour chercher un soulagement immédiat, ou celui qui encaisse le coup et reste droit, même si cela fait mal? La pression extrême est le filtre ultime. Les masques tombent. La peur, la colère, le désespoir essaient de prendre le contrôle. Le corps réclame de réagir, de crier, de fuir, de céder à l'impulsion la plus primaire. Mais l'esprit fort ordonne « non ». Tu ne céderas pas au chaos. Tu ne seras pas l'esclave de tes émotions, ni de l'hostilité des autres, ni de l'injustice. Tu tiendras bon. Tu le feras parce que tu sais que si tu perds le contrôle une seule fois, si tu t'accordes un seul moment de faiblesse, la fissure grandira. Aujourd'hui c'est un cri, demain une trahison, après-demain la ruine. L'intégrité absolue implique que tu ne t'accordes aucun raccourci. Quand tout ton être réclame vengeance, ton esprit exige la justice. Quand tout ton entourage exige que tu sacrifies ta parole, tu la maintiens même si tu es seul. Quand la pression t'accule, tu choisis l'action juste même si personne ne le remarque, même si cela fait mal, même si tu perds. Parce que tu comprends que c'est dans ce feu, dans cet instant brutal, que se forge la présence qui impose le respect. Non par la peur, mais parce que ton autocontrôle est inébranlable et les autres le sentent. Ils savent que tu ne plieras pas, qu'il n'y a pas de chantage émotionnel, qu'aucune pression n'est suffisante pour briser ton code. La plupart se brisent avant la fin. La plupart cherchent la solution facile, l'excuse, le soulagement immédiat. Ils ne supportent pas le poids de la cohérence sous pression. Mais si tu veux un esprit fort, si tu veux que ta présence apaise et ordonne même dans le chaos, tu dois accepter le prix, renoncer au confort de perdre le contrôle. Renoncer au plaisir de la colère, au soulagement de la plainte, au réconfort de l'apitoiement. Il n'y aura pas d'applaudissements, il n'y aura pas de compréhension, il n'y aura que toi, observant si tu es capable de maintenir ton intégrité quand tout ce que tu aimes est en jeu. Il y aura des nuits où tu te demanderas si cela en valait la peine. Des jours où la douleur de tenir ta parole pèsera plus que n'importe quelle récompense. Mais c'est seulement ainsi que se construit un esprit qui ne se brise pas, une présence qui impose le respect sans dire un mot. Ton autocontrôle absolu, ton intégrité sous pression seront le seul véritable bouclier contre la médiocrité et le chaos. Il n'y a pas d'autre chemin, où tu restes ferme, où tu deviens l'un de plus qui se brise quand les choses se gâtent. N'attends pas de compréhension, ne cherche pas le soulagement. Garde le contrôle, même si tout hurle de le perdre, car c'est là, et seulement là, que se décide qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de théorie. Tu as déjà les pratiques. Maintenant, tu sais, agis ou non. L'information est là, le reste t'appartient. Éteins l'écran. La lumière bleue de l'appareil s'éteint sur ton visage.
Sur la table reste un verre à moitié vide et l'écho de tes propres pensées. Il n'y a plus aucune étape à suivre, écrite nulle part, ni voix pour répéter l'évidence. Dans la rue, les gens continuent de marcher, chacun portant une routine qui ne t'appartient pas. Le voisin croise ton chemin dans l'ascenseur et acquiesce sans un mot. Vous reconnaissez tous les deux la même fatigue dans les cernes de l'autre. Par la fenêtre, on entend la circulation, les moteurs, la vie qui avance sans attendre personne. Tu regardes l'horloge, pas de nouvelles notifications. Personne ne viendra te rappeler ce que tu sais déjà. Dans la cuisine, le café refroidit pendant que tu décides si tu le bois ou si tu le laisses. Dehors, la pluie frappe la vitre et le calendrier avance avec ou sans ta permission. Dans le groupe de discussion, les messages suivent leur cours. Tu ne les ouvres pas. Un petit silence s'installe entre la fin d'une page et le début de ce que tu feras ensuite. L'information est là, le reste t'appartient. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Si cela a résonné, abonne-toi. Maîtrise silencieuse. As-tu déjà ressenti que tu étais prisonnier de ce que les autres pensent de toi, que ce soit au travail, avec des amis ou sur les réseaux sociaux? Ces influences ne font qu'amplifier l'insécurité, mais que se passerait-il si tu pouvais t'en libérer? Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous enseigne 9 leçons clés pour bâtir la confiance de l'intérieur et cesser de dépendre de la validation externe. Es-tu prêt à apprendre à maîtriser ce qui compte vraiment et à laisser de côté l'insécurité? Si oui, alors commençons. Leçon 1. Le pouvoir de la préparation. Qu'est-ce qui te rend le plus souvent insécure? Est-ce l'incertitude de ce qui va se passer ou la peur que tout tourne mal? Pour les stoïciens, la solution réside dans la pratique du premeditatio malorum ou se préparer mentalement au pire. L'insécurité apparaît souvent lorsque nous nous sentons mal préparés à affronter ce qui pourrait arriver. Mais, et si tu pouvais anticiper ces moments difficiles et être prêt? C'est ce que faisaient les stoïciens. Ils imaginaient les pires scénarios, non par pessimisme, mais par pragmatisme. Cela te permet d'être préparé à toute adversité et de réduire l'anxiété face à l'inconnu. Prenons un exemple pratique. Tu dois faire une présentation importante et tu es nerveux. Peut-être que tu crains une défaillance technique ou une question difficile. Au lieu de laisser cette insécurité te paralyser, tu peux anticiper ces problèmes et réfléchir à la façon dont tu les gérerais. En faisant cela, tu te sens plus confiant parce que plus rien ne te prend par surprise. Te souviens-tu d'une fois où une situation inattendue t'a dépassé? Si tu avais été mentalement préparé, tu aurais probablement réagi avec plus de calme. C'est l'avantage de la préparation stoïcienne. Elle te donne le contrôle et te permet d'affronter l'imprévu sans peur, car tu l'avais déjà envisagé. Le premeditatio malorum n'est pas du pessimisme. C'est une stratégie qui permet, lorsque quelque chose tourne mal, d'avoir déjà un plan. En te préparant au contretemps, non seulement tu réduis ton insécurité, mais tu te renforces. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es prêt à t'adapter et à avancer. Donc, la prochaine fois que tu ressens de l'insécurité, arrête-toi et demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver? Ensuite, visualise comment tu y ferais face. Tu verras que ta confiance grandit à mesure que tu anticipes des solutions. La préparation te donne du pouvoir et te permet de réagir avec calme, même dans les moments les plus difficiles. Leçon 2. La persévérance comme antidote contre l'insécurité. L'une des grandes leçons du stoïcisme est que la persévérance est essentielle pour vaincre l'insécurité. Celle-ci apparaît lorsque les défis semblent immenses ou que les résultats tardent à se manifester. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la véritable sécurité vient de la constance et non des résultats immédiats. Pense-y. Combien de fois t'es-tu senti en insécurité parce que quelque chose semblait inatteignable? Peut-être qu'un projet personnel ou un défi professionnel t'a fait douter. Il est facile de laisser l'insécurité surgir lorsque tu as l'impression que tes efforts ne portent pas leurs fruits. Mais c'est là que l'enseignement stoïcien entre en jeu. Persévérer est essentiel.
Marc Aurèle disait que la vie est comme un combat et nous devons être prêts à persévérer, quelles que soient les circonstances. Chaque défi est une opportunité de grandir. La persévérance te montre que chaque petit pas compte et avec le temps, ces pas réduisent l'insécurité parce qu'ils te rapprochent de tes objectifs. Comment la persévérance combat-t-elle l'insécurité? Cette dernière provient souvent de la peur de l'échec. Nous nous sentons insécures lorsque nous ne sommes pas sûrs de pouvoir surmonter les obstacles. Mais en continuant d'avancer, même lentement, tu te rends compte que l'objectif n'est pas la perfection ou le succès immédiat, mais le progrès constant. Chaque pas, si petit soit-il, te renforce et réduit cette insécurité, car tu te rends compte que tu avances, quoi qu'il arrive. Imagine que tu apprennes une nouvelle compétence. Il est normal de te sentir insécure au début, mais avec la pratique quotidienne, ta confiance grandit. La clé est de ne pas t'arrêter lorsque cela devient difficile, mais de continuer pas à pas. Je te pose la question, as-tu déjà fait face à un défi qui semblait impossible? Les stoïciens nous invitent à voir ces défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme une série de petits pas que nous pouvons franchir. En persévérant, tu te libères de la pression du succès immédiat et trouves la confiance en ta capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance ne t'aide pas seulement à surmonter les obstacles, elle te donne également un sentiment de contrôle. À mesure que tu progresses, même lentement, tu te rends compte que tu es capable d'affronter les défis. Avec chaque pas, l'insécurité diminue et se transforme en confiance. La prochaine fois que tu te sens insécure, demande-toi, puis-je faire un pas de plus? Peu importe la taille de ce pas, l'important est de ne pas s'arrêter. Avec le temps, tu verras que cette persévérance te mènera plus loin que tu ne l'avais imaginé, et l'insécurité se transformera en confiance. Leçon 3. L'amour fati, l'amour du destin. Imagine que tout ce qui t'est arrivé dans la vie, le bon comme le mauvais, n'était pas seulement inévitable, mais que tu dois apprendre à l'aimer. C'est cela, l'amor fati, l'amour du destin, que pratiquaient les stoïciens. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer activement, en comprenant que tout fait partie de l'ordre de l'univers. Comme le disait Marc Aurèle, aime tout ce qui t'arrive, car cela fait partie de ton destin. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu senti insécure à cause d'un événement qui ne s'est pas déroulé comme prévu? Peut-être un échec au travail, un rejet personnel ou un changement inattendu. Dans ces moments, nous avons tendance à résister et à penser « cela ne devrait pas arriver ». Pourtant, l'amor fati nous enseigne que résister ne fait qu'alimenter notre insécurité. La résistance nous remplit de doutes et d'anxiété. Maintenant, imagine le contraire. Que se passerait-il si tu acceptais chaque situation, même les plus difficiles? L'amor fati t'invite à voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer, en comprenant que chaque défi a un but, même si tu ne le vois pas immédiatement. L'insécurité surgit lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir de contrôle ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais l'amor fati change cette perception. Tu commences à voir les difficultés comme faisant partie de ton destin et, au lieu de craindre l'échec, tu le comprends comme une leçon. Par exemple, si tu perds ton emploi, la réaction naturelle peut être la peur et l'insécurité. Mais si tu appliques l'amor fati, tu verrais cette situation comme une opportunité. Peut-être que cela te conduira vers un travail qui te passionne vraiment ou te donnera du temps pour améliorer des domaines que tu avais négligés. Avec cette nouvelle perspective, l'insécurité disparaît. Ce changement de mentalité transforme ta relation avec l'insécurité. En aimant ce qui t'arrive, même les moments les plus difficiles, tu te libères de la peur. Tu sais que chaque expérience a une raison et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu as confiance dans le fait que ce qui arrive est exactement ce dont tu as besoin pour grandir. Pense à un moment difficile que tu as vécu. Qu'as-tu appris de cette expérience?
Même si cela a été douloureux, il est probable que cela t'ait façonné pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. C'est cela, la mort Fatih, une manière de trouver la paix et la sécurité au milieu de l'incertitude. Accepter que tout est un but construit, une sécurité intérieure qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Tu n'as pas besoin que tout se passe bien pour te sentir bien. Avec la mort Fatih, tu sais que même ce qui ressemble à un échec est une opportunité déguisée. Et quand tu aimes ce qui t'arrive, l'insécurité se transforme en confiance. Leçon 4. Suivre le flux du changement pour trouver la paix intérieure. Le changement nous effraie souvent. Il est inconfortable et parfois douloureux, mais c'est la seule constante dans la vie. Les stoïciens le comprenaient et, au lieu de résister, ils l'acceptaient. Résister au changement ne fait que générer de la souffrance. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu souhaité que les choses restent telles qu'elles sont? Peut-être que tu étais à l'aise et le changement t'a apporté de l'insécurité. Cette insécurité surgit parce que nous croyons que la stabilité nous apporte la sécurité. Mais quand le changement arrive, que ce soit un nouveau travail ou une situation inattendue, si tu t'accroches à ce qui était avant, la peur et l'anxiété augmentent. Les stoïciens nous enseignaient à accepter le changement avec souplesse. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que tout est en mouvement constant. En acceptant cette réalité, la peur diminue et le changement devient une opportunité de grandir. Imagine que tu fais face à un grand changement, comme un déménagement ou un changement d'emploi. Il est normal de ressentir de la peur, mais si tu le vois comme une nouvelle aventure, quelque chose qui te permettra d'évoluer, l'insécurité s'efface. En t'ouvrant au changement, tu commences à le voir comme une opportunité plutôt qu'une menace. Je te pose la question, y a-t-il un changement dans ta vie qui te cause de l'insécurité ou de la peur? Accepter le changement, c'est aussi accepter ta capacité à t'adapter. Chaque fois que tu le fais, tu découvres que tu es plus fort et capable que tu ne l'imaginais. Le changement est une opportunité de te réinventer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un changement, au lieu de résister, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Voir le changement comme une opportunité non seulement réduit la peur, mais te prépare à relever de futurs défis. Leçon 5. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La dichotomie du contrôle, enseignée par Épictète, est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Elle nous rappelle que nous devons différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Bien que cela paraisse simple, appliquer cet enseignement peut transformer notre manière de faire face à l'insécurité. Combien de fois t'es-tu senti, dépassé, par quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Peut-être s'agissait-il de l'opinion de quelqu'un, du résultat d'un entretien ou même de la météo. L'insécurité surgit lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Nous sommes remplis d'anxiété et de frustration parce que nous concentrons notre énergie sur des choses hors de notre portée. Mais que se passerait-il si nous cessions de le faire? Épictète le résumait ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'insécurité apparaît lorsque nous investissons notre énergie dans ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres ou les résultats d'événements incertains. La clé est de rediriger notre attention vers ce que nous pouvons réellement contrôler, nos actions, nos décisions et nos réactions. Prenons un exemple, tu as un entretien d'embauche important. Il est facile de se laisser emporter par l'anxiété en pensant à si tu seras choisi. Mais peux-tu contrôler cela? Non. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu te prépares et te présentes. En te concentrant uniquement sur cela, tu réduis l'insécurité, car tu mets ton énergie dans ce que tu peux influencer et tu laisses le reste de côté. Cela s'applique aussi aux relations personnelles. Souvent, nous nous sentons insécures parce que nous ne savons pas comment les autres nous perçoivent. Cependant, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent de toi, mais tu peux contrôler tes actions et ta communication. En te concentrant sur tes actions, tu te libères de l'envie de contrôler la perception des autres, ce qui diminue l'insécurité.
La dichotomie du contrôle nous enseigne aussi à accepter les résultats avec sérénité. Si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, tu peux être en paix, en sachant que le reste ne dépend pas de toi. Plutôt que de t'inquiéter pour l'avenir, tu te concentres sur le présent et sur ce que tu peux faire à l'instant même. Pour appliquer ce concept au quotidien, pose-toi une question simple. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, laisse tomber. Redirige ton énergie vers ce que tu peux maîtriser. Cette pratique ne te procurera pas seulement une plus grande tranquillité d'esprit, elle te fera aussi te sentir plus sûr, de toi. Souviens-toi, plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu te sentiras insécure. Mais si tu concentres ton énergie sur tes propres actions et décisions, tu verras ton insécurité diminuer et ta confiance augmenter. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à l'incertitude, demande-toi, puis-je contrôler cela? Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, laisse tomber. Leçon 6. Le pouvoir de l'autocontrôle. L'autodiscipline est, pour les stoïciens, le fondement d'une vie équilibrée et libre d'insécurité. Épictète disait que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais du contrôle de soi-même. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en une force de volonté ponctuelle, mais en la capacité à rester fidèle à ses principes jour après jour. Comment cela se relie-t-il à l'insécurité? Celle-ci apparaît lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle sur notre vie, comme si les événements extérieurs ou nos émotions nous dominaient. Mais avec l'autodiscipline, nous reprenons ce contrôle. En prenant des décisions alignées avec nos valeurs et nos objectifs, nous gagnons en stabilité et en but. Plus nous maîtrisons nos actions, moins il reste de place pour le doute et la peur. Imagine que tu souhaites améliorer ta santé physique, mais que tu as du mal à suivre de bonnes habitudes. Le manque de discipline engendre de la frustration et nuit à ton estime de soi, nourrissant l'insécurité. En adoptant l'autodiscipline et en t'engageant dans une routine d'exercice et d'alimentation saine, non seulement tu t'amélioreras physiquement, mais chaque petit succès renforcera ta confiance. De plus, l'autodiscipline t'aide à mieux gérer tes émotions. L'insécurité surgit souvent de nos réactions émotionnelles face aux défis ou aux échecs. Si nous laissons les émotions nous contrôler, il est facile de se sentir insécure. Mais en pratiquant l'autodiscipline émotionnelle, tu apprends à faire une pause, à réfléchir et à répondre de manière plus consciente. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les gérer pour qu'elles ne te dominent pas. Par exemple, si tu reçois une critique au travail sans autodiscipline, tu pourrais réagir impulsivement, ce qui augmenterait ton insécurité. Mais si tu prends le temps de réfléchir, tu peux évaluer la critique de manière constructive et en tirer des leçons, renforçant ainsi ton estime de toi. L'autodiscipline favorise également des habitudes positives qui renforcent ta sécurité. Chaque fois que tu respectes tes engagements, tu envoies à ton esprit le message que tu es capable de réaliser ce que tu entreprends, ce qui a un impact direct sur ta confiance en toi. La clé de l'autodiscipline n'est pas la perfection, mais la constance. Les stoïciens ne prenaient pas une rigidité absolue, mais la cohérence dans les décisions quotidiennes qui façonnent une vie bien vécue. Chaque acte discipliné, comme se lever tôt ou respecter ses responsabilités, renforce ta sécurité intérieure. En résumé, l'autodiscipline te donne le pouvoir d'être l'architecte de ta vie. Elle te permet d'agir selon tes principes, plutôt que sous l'influence des émotions ou des facteurs extérieurs. En la pratiquant, tu renforces ta confiance et réduis l'insécurité, car tu sais que tu es maître de ton propre destin. Leçon 7. Memento mori. Parlons d'un sujet que beaucoup d'entre nous évitent, la mort. Mais que dirais-tu si je te disais que réfléchir à ce sujet est l'un des outils les plus puissants pour surmonter l'insécurité? Les stoïciens avaient un concept appelé memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Marc Aurèle l'a exprimé de façon claire. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Pense-y.
Combien de temps perdons-nous à nous soucier de choses insignifiantes dans le grand ordre de la vie? Peut-être que tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi, de ton succès ou d'une erreur que tu as commise. Ce sont des sources d'insécurité. Mais lorsque tu réfléchis à la brièveté de la vie, ces préoccupations perdent de leur importance, n'est-ce pas? Le memento mori n'est pas un rappel sombre, mais une invitation à vivre avec un but. En reconnaissant que la vie est limitée, nous commençons à prioriser ce qui compte vraiment. Si tu savais qu'il ne te reste qu'un an à vivre, te soucierais-tu autant de ce que pensent les autres? Laisserais-tu la peur te freiner? Probablement pas. Ce principe nous ramène à l'essentiel et nous libère des préoccupations triviales. Quand tu te souviens que la vie est finie, ces peurs qui semblent si grandes perdent leur poids. Je te propose un exercice. Pense à une situation récente qui t'a causé de l'insécurité. Maintenant, regarde-la à travers le prisme du memento mori. Est-ce que cela changerait ta façon d'agir si tu te souvenais que la vie est limitée? Ce qui paraissait effrayant ne semble peut-être plus aussi grave. De plus, réfléchir à la mort nous donne de la liberté. Si nous savons que notre temps est limité, pourquoi ne pas vivre pleinement sans que l'insécurité nous arrête? Nous réalisons qu'il ne vaut pas la peine de chercher à plaire à tout le monde ou de craindre l'échec. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est d'agir selon nos valeurs. Le memento mori nous rappelle également ne pas remettre à plus tard ce qui est important. Combien de fois as-tu reporté quelque chose par peur? En te souvenant de la brièveté de la vie, tu es motivé à agir maintenant, pas demain ou dans un futur incertain. En résumé, réfléchir à la mort ne nous remplit pas de peur, mais de clarté. Cela nous ramène à l'essentiel et nous libère des préoccupations insignifiantes. Cela nous motive à vivre pleinement sans laisser l'insécurité nous freiner. Alors, la prochaine fois que tu te sens insécure, souviens-toi, memento mori. Cela vaut-il la peine de t'inquiéter ou est-il temps d'avancer avec confiance? Leçon 8. La liberté du lâcher-prise. L'insécurité naît souvent du fait de s'accrocher à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, des résultats, des opinions extérieures ou des circonstances. Le détachement, une pratique clé dans le stoïcisme, nous invite à nous libérer de cette dépendance externe et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons vraiment, nos actions et notre manière d'aborder la vie. Réfléchis-y, combien de fois t'es-tu senti anxieux, parce que tu voulais que quelque chose se passe exactement comme tu l'avais prévu. Peut-être à cause d'un objectif précis ou parce que l'opinion de quelqu'un perturbait ta tranquillité d'esprit. Cet attachement au résultat ou à la validation externe est ce qui alimente l'insécurité. Le détachement ne signifie pas que ce que tu fais n'a pas d'importance, mais plutôt que tu te libères de cette charge émotionnelle en te concentrant sur l'effort plutôt que sur le résultat. Par exemple, si tu travailles sur un projet important, au lieu de t'obséder sur le résultat final, concentre-toi sur le processus. Donne le meilleur de toi-même, fais de ton mieux, et quoi qu'il arrive, tu sauras que tu as tout donné. Lâcher prise sur le résultat ne te libère pas seulement de la pression, cela te permet également de profiter davantage du chemin parcouru. Je te pose la question, y a-t-il quelque chose dans ta vie à quoi tu t'accroches tellement que cela t'empêche de trouver la paix? Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Cela te permet d'avancer avec plus de confiance, sans que la peur ou l'insécurité ne te paralyse. Leçon 9. Vivre selon ses principes. T'es-tu déjà senti insécure à propos de tes décisions ou de la manière dont les autres te perçoivent? C'est quelque chose de courant. Les stoïciens nous offrent une solution claire. Vivre avec des principes solides. Pour eux, ces principes n'étaient pas optionnels, mais essentiels pour mener une vie équilibrée et épanouie. Vivre selon des principes ne signifie pas être parfait, mais s'aligner sur 4 piliers fondamentaux. La clarté, l'équité, le courage et l'autocontrôle. Ces piliers renforcent ton caractère et te procurent une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
À chaque fois que tu prends une décision, la fais-tu en fonction de ce que les autres pensent ou en fonction de ce que tu crois juste selon tes propres valeurs? C'est là que les principes entrent en jeu. Prendre des décisions en toute clarté, en sachant ce qui est le mieux pour toi et pour les autres, génère de la confiance, car tu n'as plus besoin d'une validation externe pour te sentir sûr, de toi. Imagine que tu sois confronté, à une situation difficile, que ce soit dans ton travail ou ta vie personnelle. Il peut être tentant de céder à la pression, mais si tu agis avec équité et courage, tu ressentiras de la tranquillité, indépendamment de ce que les autres en pensent. Savoir que tu as agi de manière juste et courageuse te libère de l'insécurité liée à la recherche de validation extérieure. Pense au moment où tu as douté de tes décisions. Si tu as agi selon les principes d'équité, de courage et d'autocontrôle, l'insécurité disparaît. La certitude intérieure d'avoir fait ce qui est juste te procure une paix que rien d'extérieur ne peut changer. Maintenant, imagine que tu sois confronté, à une décision morale compliquée, comme une injustice au travail. Bien que parler puisse t'effrayer, si tu choisis d'agir avec clarté et courage, tu ressentiras de la satisfaction pour avoir suivi tes principes, peu importe le résultat. Je te pose la question, comment te sens-tu lorsque tu prends des décisions basées sur tes propres principes, plutôt que de céder à la pression sociale? Cette paix intérieure vient du fait d'avoir suivi tes valeurs les plus profondes. En cultivant ces principes, tu construis une base solide qui te protège de l'insécurité extérieure et te donne confiance en toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de s'efforcer de vivre avec clarté, équité, courage et autocontrôle. Ces principes te renforcent non seulement, mais te libèrent également de l'insécurité, car tu sais que tu vis en accord avec ce que tu crois, et non en fonction des résultats ou des opinions des autres. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation difficile ou que tu doutes de tes décisions, demande-toi, est-ce que j'agis avec clarté, en étant juste et courageux, tout en gardant le contrôle de moi-même? Si la réponse est oui, tu peux avancer avec confiance, sachant que la véritable sécurité vient de vivre selon tes principes, et non en fonction des réactions des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.